Bienvenue Brice Hortefeux, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Pour le président de la République, une majorité de 359, une majorité pleine, nette, claire, même prévisible. Un choc, c'est un choc. Non, les électeurs ont tranché, ils ont décidé de donner une large majorité au président Emmanuel Macron. Nous, dans ma famille, les Républicains, eh bien, nous souhaitons bonne chance. Oui. Bonne chance, bien sûr, au président et à sa majorité. Pas parce que nous sommes en attente d'un poste, hein, parce que ça, il y a toujours des volontaires. Non, mais vous avez certains de vos amis qui les attendent et qui les ont lus quelquefois. Oui. Oui, donc il y a toujours des volontaires disponibles. Et nous, si nous disons ça, c'est parce que nous souhaitons le meilleur pour notre pays, qui doit relever des défis extrêmement importants. C'est-à-dire que s'il y avait des textes importants pour vous, vous les voteriez. Vous savez, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous êtes député européen, mais le mot moderne, votre famille, comme ma vous famille, le mot, vous savez, la modernité, c'est aujourd'hui la Bible. Hein, donc si on ne prononce pas une phrase avec le mot modernité, on n'est pas compris. Donc qu'est-ce que ça veut dire une démocratie moderne? Et en tout cas, c'est dans ce dans quoi je me reconnais. Ça veut dire que quand les initiatives sont bonnes, eh bien, nous devrons naturellement les soutenir si ça va dans le sens de l'intérêt du pays, dans le sens de l'intérêt général. Et puis si elles ne paraissent pas bonnes, eh bien, nous devrons les dénoncer. Et on a déjà des indications. Vous avez un texte sur la réforme du travail, du Code du travail, où il y a certainement des aspects qui sont positifs, en tout cas d'après ce qui est annoncé, donc il faudra qu'on les soutienne. Et puis il y a d'autres initiatives qui me paraissent, à titre personnel, ne pas aller dans le bon sens. Je pense à la loi sur la modernisation, la moralisation, je ne sais plus exactement quel est le mot qui est utilisé. Et je pense que si l'intention est louable, la rédaction est pas bonne et les conséquences dangereuses. Je vous donne une loi deux exemples. Moralité. Oui, c'est exactement ça que je voulais dire. Vous avez parfaitement compris. Vous êtes à un moment de franchise, Brice Hortefeux. Est-ce que vous pouvez reconnaître que pour les deux grands partis, et surtout pour le Parti socialiste, c'est un 18 juin qui ressemble à un 21 avril? Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il y a une différence, c'est que le Parti socialiste, à l'issue du premier tour, était sous terre, et nous étions à terre. C'est pas très agréable, mais c'était pas tout à fait la même situation. Est-ce que vous reconnaissez que c'est malgré tout une révolution démocratique? Bon, écoutez, n'employons pas les grands mots. Il y a en réalité... Ou un grand moment historique de la Ve, comme elle en a connu quelques-uns. C'est un temps de cohérence. Sous la Ve République, et quand il y a une majorité présidentielle, et avec dans la foulée une élection législative, eh bien à la majorité présidentielle correspond la majorité législative. Mais attention aussi à ne pas se gargariser de résultats qui sont des résultats faciaux. Parce que je trouve malgré tout qu'on passe quand même trop rapidement sur cette abstention qui est la plus élevée, non pas d'ailleurs simplement de la Ve République, mais la plus élevée de toute l'histoire de toutes les républiques. Et donc ça a une signification. Vous n'êtes pas en train de vous approprier les abstentionnistes. Non, absolument pas. Ils n'ont pas décidé de ne pas voter pour montrer qu'ils étaient solidaires. Non, moi je pense qu'il y en a qui ont décidé de ne pas voter parce qu'ils étaient fatigués d'entendre un des principaux arguments électoraux des candidats de La République En Marche. Pas tous, mais enfin une grande partie. Je n'y connais rien, donc je suis le bon candidat. Donc franchement, je pense que ça a effectivement fini par épuiser les électeurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que certains des vôtres ont prêté la main à cette tuerie? D'abord les trois qui sont dans le gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe, et puis les deux qui sont à Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, sans compter les Républicains qui sont prêts à voter la confiance et les réformes. D'ailleurs, c'est l'avis de votre ami Bernard Accoyer. Et on peut aussi imaginer ce soir que la situation ne serait pas la même si certains d'entre nous n'avaient pas cédé aux appels gouvernementaux et avaient en quelque sorte semé le doute parmi nos électeurs. Nous aurions ce soir certainement plusieurs dizaines de députés supplémentaires. Par conséquent, j'appelle solennellement à l'unité. L'unité, bien entendu, des Républicains, mais de la droite et du centre. En attendant l'unité, est-ce qu'il faut exclure ceux qui ont été élus avec la bienveillance ou grâce à la bienveillance du président de la République? Si je vous répondais oui, ça voudrait dire que je condamne l'unité. Moi, je crois au contraire que nous devons tout mettre en œuvre pour faire prévaloir cette unité. Parce qu'il n'y a pas de perspective de rebond, de reconquête, d'efficacité démocratique, tout simplement. Et si nous ne sommes pas unis, l'unité, ça ne signifie pas automatiquement le succès, mais ça peut y contribuer. Donc, il faut être raisonnable, mais honnêtement, je ne partage pas, à titre personnel, la démarche de ceux qui se baptisent constructifs. Je trouve qu'au contraire, le risque est grand et qu'il soit destructif. Donc, ce n'est pas l'objectif. Alors, vous allez avoir à organiser les 113, quand je dis vous, votre famille,
les 113 députés de la droite républicaine. Et dès mercredi, le débat d'ailleurs commencé la semaine dernière, dès mercredi, vous allez avoir à choisir si vous faites un groupe ou 2 groupes et qui le présidera. Vous avez déjà l'idée? Moi, je souhaite qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'unité à l'Assemblée nationale, l'unité au Sénat, l'unité au Parlement européen. Donc vous souhaitez un groupe? Je souhaite donc... Quel est le portrait de celui qui doit diriger le groupe? Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais à l'Assemblée nationale, il me semble que Christian Jacob a su parfaitement faire prévaloir l'unité, l'intérêt général. Il a apaisé quand cela était nécessaire et il a stimulé quand cela s'avérait indispensable. Et bien, je trouve que ce sont de bonnes qualités pour présider un groupe. Mais il faut aller naturellement plus loin que cela, parce que ce n'est pas simplement une question de mécanique. Comment reconstruire? Voilà, nous devons reconstruire. Est-ce que la reconstruction est possible? D'abord, j'observe que ça s'est produit. Nicolas Sarkozy, quand il était en responsabilité, avait su trouver les mots, les gestes, les attitudes pour mettre autour de la table tous ceux qui voulaient la renverser. Alors que faire là? Moi, je crois qu'il faut que nous engagions dans la construction d'une droite forte, d'une droite populaire et d'une droite sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? Mais ça veut dire forte. Forte, ça veut dire que nous sommes partisans, nous devons être partisans, soutenir un État qui sache se faire respecter. Je vous donne un exemple très symbolique. C'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. 168 décisions de justice, un référendum, et le gouvernement nous annonce une médiation, alors que ça fait des années et des années qu'il y a des médiations. Ensuite, il faut une droite populaire. Le gouvernement qui se fait respecter. Un État qui sache se faire respecter. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump et Vladimir Poutine? À l'échelle mondiale, ce n'est pas une manière d'être respecté. Écoutez, non, je ne vois pas tellement le lien. Non, mais Notre-Dame-des-Landes, mais je dis c'est symbolique. Ensuite, vous avez... populaire, je pense qu'il faut que ce soit populaire. C'est-à-dire qu'on soit courageux sur toutes les questions de justice, de sécurité, d'immigration. Là aussi, un exemple, le gouvernement ne dit rien sur les lois Taubira. Nous disons clairement, il faut que l'on revienne dessus. Eh bien, donc, il faut qu'on l'affiche clairement. Et puis, enfin, social, et c'est un élément très important. C'est-à-dire que non seulement nous devons désormais nous consacrer à la défense des classes moyennes, mais aussi à celle des retraités, qui sont la cible de la politique qui va être menée par ce gouvernement, notamment avec la hausse de la CSG qui concernera plus de 60% des retraités. Et social, ça veut aussi dire... Les modestes seront épargnés, on vous l'a dit, il n'y aura pas d'augmentation de la CSG. Oui, à partir de 1200... Je vais vous dire, il y a aussi 80% des ménages qui vont bénéficier de la taxe d'habitation. C'est la partie émergée de l'iceberg. Donc la CSG, ça touchera des dizaines et des dizaines de millions. Il y aura aussi l'alourdissement sur les transmissions. Mais tout ça, vous l'avez dit, dans la campagne électorale, et ça n'a pas empêché que vous soyez battu. Changez d'argument, adaptez-les. Non, pas du tout. Et quand vous dites, il n'est pas question de changer pour le plaisir de changer, il faut avoir des convictions forte, populaire, sociale. C'est-à-dire que c'est une autocritique. Vous n'avez été ni pour une droite forte, ni populaire, ni sociale. Si, vous reconnaissez que vous ne l'avez pas été. En tout cas, nous ne l'avons pas su le faire partager suffisamment. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons de l'abstention. L'abstention, c'est la première raison, c'est certainement l'épuisement démocratique après 7 scrutins, mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas eu suffisamment de confrontation des projets. Tout a été fait pour cultiver l'ambiguïté, alors que la démocratie, ça doit être la clarté. Et pour la présidence du parti, je sais bien qu'il y aura un congrès, mais on sent chez vous que les armées se mettent en route, les cohortes appartenant à tel ou tel clan. Il y a 2 hypothèses, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, qui est le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dont vous êtes le vice-président. Quel est votre choix dès aujourd'hui? Parce que vous savez qu'il y a un choix. D'abord le calendrier de la reconstruction doit être précisé, mais la logique voudrait qu'on ait une rencontre, un débat à la rentrée. Le temps des personnes n'est pas encore venu, mais oui, clairement, je revendique mon amitié pour Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, j'observe que son message est bien passé, puisque au premier tour de ce scrutin, et c'est celui qui a fait le meilleur score de France sans compromission, c'est-à-dire pas ceux qui avaient discuté pour qu'il n'y ait pas de candidat en marche. Je revendique mon amitié pour Laurent Wauquiez et je participerai naturellement au débat de cette indispensable reconstruction. Forte, populaire et sociale. Et sociale, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas dit européenne. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui commencent les négociations sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ce sont des sujets importants. Ce sont des sujets essentiels, avec des arêtes
si je peux employer le terme, qui sont compliquées. C'est concernant le séjour et les modalités de séjour sur des ressortissants étrangers au Royaume-Uni, c'est la question de l'Irlande du Nord, c'est la question de ce que le Royaume-Uni doit à l'Union européenne. Mais il faut avancer avec un principe simple, il doit être toujours plus intéressant d'être au sein de l'Union européenne que d'être en dehors. Et c'est ce qui doit guider la négociation. C'est la leçon à donner à Mme Theresa May, qui a d'ailleurs pas de chance depuis qu'elle est au pouvoir. Elle n'a pas l'âge commun, ou elle a l'âge commun, comme diraient certains. Vous savez, ça tourne, ça. Ça tourne. Vous pensez peut-être à vos amis. Je pense à notre situation, puisque nous avions une élection présidentielle imperdable et Nicolas Sarkozy a décidé de se consacrer plutôt à des affaires ou des accords privés. Est-ce que les sarkozystes, ça existe encore ? Mais bien sûr, parce que d'abord, c'est une fidélité, une loyauté. Vous savez, d'accord, mais je pense que ça fait. Je pense que ça fait partie aussi de la modernité, le fait d'être loyal, le fait d'être constant, et pardon de cette image médicale. Et je pense à ceux qui en souffrent, mais enfin c'est la réalité de ceux qui n'ont pas de scolio sur leur colonne vertébrale. Je pense que ça compte aussi. Et c'est peut-être une démarche. Eh ben, vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Merci d'être venu, Brice. Merci. La France entre en tout cas dans une nouvelle phase de son histoire politique, avec une Assemblée nationale qui va compter plus d'élus femmes qu'auparavant et des visages neufs qui vont sans doute se révéler comme Céline Calvez. Vous la connaissez ? J'ai vu qu'elle avait gagné, donc je lui souhaite aussi. Vous l'avez jamais vue, sinon là, tout à l'heure. Je l'ai croisée grâce à vous. Au maquillage. Des Hauts-de-Seine et qui viennent gagner. Et on entend Édouard Philippe qui donne la mission aux nouveaux élus de son parti, surtout. Ben, c'est son rôle. Merci. Mes chers compatriotes, la victoire est claire et elle nous oblige. Le gouvernement abordera les prochains mois avec une grande humilité et une détermination totale. Comme vous, j'ai confiance dans la France et j'ai confiance dans la République. Puisse cette confiance saisir le pays tout entier pour qu'enfin nous retrouvions le goût de l'optimisme et la foi en notre avenir. Vive la République, vive la France. C'est la mission que vous donne Édouard Philippe, votre Premier ministre. Bienvenue, Céline Calvez. Vous êtes une nouvelle élue des Hauts-de-Seine et vous avez gagné avec 62,5%. Oui, bonjour, exactement, 62,5%. Et c'est un fief que vous avez arraché à la droite républicaine qui était pourtant bien installée. Vous êtes République en marche. Exactement. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est une volonté de renouvellement, justement, de la part des habitants de cette circonscription, qui, depuis des dizaines d'années, connaissent les mêmes acteurs politiques. Et puis, ce qui a fait une véritable différence aussi, c'est le soutien des marcheurs de cette circonscription. J'ai été extrêmement bien entourée, avec des personnes de talent et qui se sont mobilisées pendant les quelques semaines de la campagne de manière incroyable. Est-ce que vous comptez Patrick Balkany comme un marcheur ? Parce qu'au premier tour, le dimanche 11 juin, il s'est prononcé en votre faveur alors qu'il avait son propre candidat. Vous le connaissez ? Alors, son propre candidat a été battu lors du premier tour. Et si Patrick Balkany a accordé son soutien à la candidate de La République En Marche, c'est surtout pour être contre son opposant de toujours, qui est Arnaud de Courson, qui était le candidat qualifié pour le second tour. Mais vous ne l'avez pas demandé son soutien, vous ? Alors, le soutien était une surprise et il n'a pas été demandé. Bon. Est-ce que vous connaissez vraiment Emmanuel Macron ? Moi, j'ai rencontré pour la première fois Emmanuel Macron le jour de sa déclaration de candidature, le 16 novembre. C'est tout ? Je l'ai rencontré ensuite, mais c'est la première fois. Vous l'avez vu dans des meetings, etc. Voilà, mais je l'ai rencontré au mois de novembre, je l'ai croisé. Il nous a fait la surprise de venir dans le 9e arrondissement de manière inattendue, et c'était vraiment un vrai moment de rencontre. Et est-ce que vous avez déjà rencontré Édouard Philippe, Premier ministre ? Non, pas encore. Vous ne connaissez pas ? Non. Et est-ce que vous connaissez certains des députés avec lesquels vous avez siégé qui sont de votre propre parti ? Exactement, des personnes que j'ai pu rencontrer depuis cette grande aventure qui est En Marche et que je vais avoir le plaisir de retrouver, peut-être même aujourd'hui, avec qui nous avons partagé cette expérience de référente que j'ai eue depuis le mois de septembre au sein du mouvement. Et donc je suis très fière de les voir. C'est-à-dire qu'il y avait une centaine de référentes déléguées de En Marche.
Et qui vous a repéré, si je ne suis pas indiscret, et comment? Alors comment ça s'est passé? C'est que à tous les adhérents, on a renvoyé au mois de fin août, début septembre, un appel à volontariat. L'idée, c'était que le mouvement existait. Il y avait eu la grande marche à l'écoute des Français, mais il fallait aller plus loin dans la structuration du mouvement. Donc nous a été envoyé un questionnaire sur lequel j'ai répondu très spontanément. Et ensuite, on a eu des entretiens téléphoniques. Téléphonique seulement? Oui. Ouais. Mm. Et au moment d'être investi, vous avez signé une sorte de charte de soutien, de loyauté au président et au gouvernement qu'il allait nommer. Un contrat avec la nation, en tout cas, qui nous permette d'avoir un engagement moral pour porter le projet d'Emmanuel Macron, un projet sur lequel nous allons pouvoir discuter, affiner, trouver les meilleures solutions avec l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire qu'avec ce contrat de la nation, vous êtes pour 5 ans dans l'obligation morale et politique de voter tous les textes et toutes les réformes. On est dans l'obligation morale et politique de discuter pour trouver les meilleures solutions pour que finalement la question du vote soit évidente. Ah oui, mais il ne peut pas ou il ne pourrait pas y avoir de refus de voter. Dire je m'abstiens ou je ne vote pas ce texte de mon gouvernement. Impossible. Ça, on va venir le préciser sur les prochains jours. Nous avons un séminaire sur la façon dont ça va se passer. Voilà, pendant 48 heures, on va se retrouver entre nouveaux députés pour pouvoir appréhender. C'est-à-dire vous former, vous préparer à la vie parlementaire. Oui, et puis pouvoir répondre à nos questions. On connaît certaines choses, bien sûr, mais il va falloir aller très vite. Cette semaine, le week-end prochain, la semaine suivante, nous avons la désignation des commissions, l'élection du président de l'Assemblée. Donc oui, il va falloir vraiment, comme on a été lorsqu'on était référent, formé, accompagné. Vous dites, quand vous entendez dans les commentaires, etc., qu'il y a d'abord beaucoup d'abstention, près de 57%, et d'autre part que ce n'est pas la majorité absolue dont certains d'entre vous rêviez, que vous vouliez être à 400 ou 455 et vous allez être à 350. Sur le premier point, sur l'abstention, c'est vraiment c'est ce qui fonde en fait la création d'En Marche, c'est de remettre le citoyen au cœur de la vie politique et de lui redonner confiance. Donc cette abstention, ça redonne encore plus de responsabilité sur nos épaules et ça nous conforte dans la nécessité. C'est-à-dire que vous ne les avez pas eus, donc il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Les il faut convaincre, leur redonner trouver confiance. des solutions politiques, sociales à ce qu'ils demandent. À ce qu'ils demandent et surtout créer un autre lien avec eux. C'est-à-dire que pendant la campagne, nous avons créé un autre lien avec ceux qui nous ont soutenus, mais il va falloir aller plus loin. Et sur votre deuxième question, on va avoir juste un point de vue mathématique, c'est-à-dire une majorité absolue. Elle est au-delà des 289 députés. On atteint quand même, avec simplement les Républicains en marche, plus de 310 députés. Donc simplement mathématiquement, on est au-delà de la majorité absolue. Vous dites, vous faites partie de la société civile. Désormais, vous allez faire partie d'une société politique nouvelle. Mais vous n'avez pas eu une expérience déjà avec Jean-Louis Borloo? Alors, suite à mes études au CELSA, j'ai eu la chance de réaliser mon stage qui portait sur la participation des habitants dans la politique de la ville au sein du cabinet de Jean-Louis Borloo. Et ça a été mon premier poste. Quand il était ministre de la Ville. Ministre de la Ville, donc on est en 2003. Vous avez été bien formé si vous avez travaillé avec lui. Mais est-ce que vous avez déjà visité vraiment le Palais Bourbon? Visiter en tant que tel, non. J'ai plus visité le Sénat en tant que simple citoyenne et aussi pour accompagner le travail des équipes de Jean-Louis Borloo à cette époque. Vous n'avez pas une idée de ce que c'est siéger dans l'hémicycle du Palais Bourbon? Alors là où je vais vous rassurer, c'est que... je suis rassuré. De toute façon, quand on sait comment vous êtes battus les uns et les autres, les unes et les autres... Mon mémoire de maîtrise, ça portait sur les questions au gouvernement retransmises. Enfin, les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et donc, j'avais dû me plonger dans différents ouvrages, comme un ethnologue à l'Assemblée, voilà, et interviewer. Mais entrer dans l'hémicycle, même pour voir à quoi ça ressemble, jamais encore. Non, donc ça va être fort, oui. Forcément. Et vous pensez que vous aurez envie d'intervenir, etc., alors qu'il y a les grands fauves comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et tellement d'autres. Oui. Vous dites qu'il n'y a aucune raison d'avoir... non, ça me donne envie. Enfin, c'est-à-dire que même au fur et à mesure de cette campagne, j'ai senti de plus en plus d'envie. Donc, non, voilà, je suis prête. Et quand vous allez entrer à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez ressentir? Comme député, cette fois? Je pense deux sentiments. Je pense une immense fierté et puis aussi une immense responsabilité. Et vous avez déjà l'idée de la commission dans laquelle vous voulez siéger pour défendre les idées que
Rien n'est arrêté, mais par cohérence, j'aimerais aller dans la commission éducation et culture. Et est-ce que la démocratie, après ces élections, vous paraît pas trop tendue, parfois violente, comme on l'a vu avec Manuel Valls dans sa circonscription, et d'autre part, peut-être une démocratie assez fragilisée par cette succession d'élections? Oui, je pense qu'il y avait on l'a ressenti encore hier, hein, une fatigue par rapport à une séquence électorale qui a duré depuis l'automne jusqu'à aujourd'hui, avec une certaine confusion aussi des enjeux. C'est-à-dire qu'encore beaucoup d'habitants pensaient que les législatives, ça ne revêtait pas l'importance du scrutin national, mais on confond, et certains de mes adversaires le jouent aussi, c'est une carte locale. Il va falloir vraiment qu'on fasse un travail d'explication. Et ce qui est super là, c'est qu'on bénéficie du non-cumul des mandats entre le député et le maire. Donc aujourd'hui, c'est une législature où on a tout intérêt à mettre en lumière le rôle du député. Quel est son rôle? Et ça, c'est une véritable occasion de revenir avec réhabilitation du politique. Exactement. Et de la noblesse et de la grandeur de votre métier comme du nôtre. Merci d'être venu. Merci. Et bonne chance pour ce que vous allez à faire. Et à CNews, on vous surveillera. On vous suivra. Merci, vous comme la plupart des nouveaux élus. Merci d'être venu. Merci.